Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Nous sommes au début de l'année. Nous profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années et surtout de bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enzymothérapie et oxygénothérapie, deux approches naturelles de traitement des cancers. Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, vous savez qu'un des gros défis en matière de santé publique de nos jours, le cancer fait partie des priorités. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enzymothérapie et de l'oxygénothérapie, qui sont deux approches naturelles pour le traitement des cancers. Commençons d'abord, la problématique du cancer. Qu'est-ce que le cancer? Bon, le cancer, comme on le dit couramment, c'est la prolifération anarchique des cellules anormales. Je dis bien la prolifération anarchique des cellules anormales. C'est-à-dire qu'une cellule devient anormale. Les cellules deviennent anormales. Et ce sont les cellules anormales qui vont proliférer. Mais comment? Qu'est-ce qu'une cellule? La cellule, c'est l'unité de base de l'organisme humain. Mais comment une cellule devient anormale? Parce que qu'est-ce qui se passe normalement dans une cellule? Dans une cellule se divise un certain nombre de fois et meurt. Je dis bien, une cellule se divise un certain nombre de fois et meurt. Donc, c'est le cycle normal de la vie, le cycle de vie normal d'une cellule. Division et mort. Et cette mort-là, on appelle ça l'apoptose, ou la mort programmée, c'est-à-dire que la cellule est programmée pour mourir. Alors, tant que ce phénomène se passe normalement, il n'y a pas de problème. Mais il vient un moment donné où une cellule échappe à cette règle-là. Donc, elle devient incontrôlable. Donc, elle ne meurt plus, elle devient immortelle. Donc, voilà comment une cellule devient cancéreuse. Lorsqu'elle échappe à cette règle-là de la mort programmée, elle ne meurt plus, elle est immortelle, elle ne fait que se diviser. Voilà le problème, la problématique du cancer. Donc, la cellule est devenue anormale, elle ne fait que se proliférer d'une manière anarchique. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons voir maintenant comment il faut arrêter cette course folle de la division des cellules cancéreuses. Alors donc, nous allons parler maintenant de la problématique du traitement des cancers. Alors, je vous ai dit tantôt que la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est devenue hors contrôle. Elle ne fait que se diviser sans arrêt. Elle ne répond plus au cycle normal de la vie des cellules qui consiste à mourir au bout d'un certain nombre de divisions. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, elle ne fait que se multiplier. Et si on ne l'arrête pas, non seulement elle va quitter là où elle a démarré, je prends un exemple, une cellule cancéreuse, une cellule peut devenir cancéreuse. En fait, il faut savoir une chose, partout où il y a une cellule, toute partie où il y a une cellule, une cellule peut devenir cancéreuse dans toutes les parties du corps. Alors donc, à partir de ce moment-là, dès que la cellule devient cancéreuse, la question qui se pose, c'est qu'il faut arrêter cette course folle. Et pour arrêter, on a actuellement trois possibilités. La première possibilité, le premier traitement connu de la médecine conventionnelle, c'est d'abord la chimiothérapie. Ensuite, vous avez la radiothérapie et ensuite maintenant la chimiothérapie. L'objectif en fait de la chimiothérapie, c'est de détruire la cellule cancéreuse. Il faut la détruire, l'arrêter dans sa progression folle. Donc c'est ça l'objectif de la chimiothérapie. Mais le problème c'est que la chimiothérapie, non seulement son objectif c'est de détruire les cellules malades, mais le problème malheureusement c'est qu'elle n'épargne pas aussi les cellules saines. Donc voilà le problème qui va se poser. Or la problématique c'est comment détruire les cellules malades, les cellules cancéreuses, et épargner les cellules saines. Donc voilà toute la problématique que pose la chimiothérapie. Et cette problématique, bon, elle est difficile à atteindre, mais elle pose problème de toute façon. Ensuite, maintenant, il y a la deuxième possibilité qui consiste à la radiothérapie. La radiothérapie consiste à utiliser des rayons pour détruire. L'objectif, c'est toujours détruire les cellules cancéreuses.
Donc, il faut toujours les détruire. Il faut trouver le moyen pour les détruire. Mais là aussi, le problème se pose, c'est qu'on n'épargne pas les cellules saines. Et la troisième possibilité, c'est l'hormonothérapie. Vous savez que beaucoup de cancers sont dus au dérèglement hormonal. C'est ce qu'on appelle les les cancers hormonodépendants qui sont liés au dérèglement hormonal. Et là aussi, on utilise justement l'hormonothérapie pour le traitement de ces cancers-là. Donc voilà les trois types de traitements, d'approches thérapeutiques de la médecine conventionnelle pour lutter contre les cellules cancéreuses, pour essayer de les détruire. Mais je reviens sur un point, c'est que en essayant dans la quête de détruire les cellules cancéreuses, on n'épargne pas également les cellules saines, et c'est ça qui pose problème. Bon, alors donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la médecine alternative a d'autres possibilités à partir de ce que j'appellerais la physiopathologie, c'est-à-dire que la connaissance du processus même qui conduit au cancer. Il y a d'abord, c'est de ça que je vais parler, il y a l'enzymothérapie. L'enzymothérapie consiste tout simplement à utiliser des enzymes qu'on dit des protéas ou des enzymes protéolytiques pour détruire les cellules cancéreuses. Parce que on s'est rendu compte que, en fait, la cellule cancéreuse a une spécificité, et je crois que c'est ça cette spécificité devient une cible thérapeutique. On s'est rendu compte du moins que les cellules cancéreuses ont un revêtement de protéines. Elles ont un revêtement de protéines. Et ça, cette approche de l'enzymothérapie, l'utilisation des enzymes pour le traitement des cancers, mais remonte au début des années 1900. Et là, c'est un embryologiste écossais, le docteur John Bell, qui le premier a découvert que, effectivement, les enzymes du pancréas pouvaient détruire les cellules cancéreuses. John Bell, du moins, a découvert que, en 1902, je crois, que les enzymes pancréatiques pouvaient détruire les cellules cancéreuses. Et ça a été une grande découverte parce que toute la problématique de l'enzymothérapie est partie de cette découverte-là. Donc, il a testé, il a vu que les enzymes pancréatiques du pancréas étaient capables d'arrêter justement le développement, de détruire les cellules cancéreuses. Et vous allez voir pourquoi les enzymes pancréatiques pouvaient détruire les enzymes protéolytiques, les cellules du chose. Alors ensuite, après lui, il y a un monsieur, un docteur, un dentiste texan, le docteur William Donald Kelly. Alors le docteur William Donald Kelly, c'est un docteur, un dentiste, qui a eu trois cancers qui sont réputés les plus foudroyants. Cancer du pancréas, cancer du foie et cancer des poumons. Lui seul, il avait ces trois cancers-là. Et il était au stade terminal. Il s'est rappelé des travaux du docteur John Bell. Il s'est rappelé que le docteur John Bell a utilisé des enzymes pancréatiques pour détruire les cellules cancéreuses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement utilisé justement ces enzymes pancréatiques-là sur lui-même d'abord. Et il s'est soigné. Il a guéri son cancer. Et puis voilà, c'est tout. Donc, il a guéri son cancer avec des enzymes pancréatiques, qu'on appelle souvent aussi les enzymes protéolytiques. Donc, vous voyez que, pourquoi? Parce que, tout simplement, on s'est rendu compte que le pancréas, comme a dit le docteur, un cancérologue français, il a dit que la cellule cancéreuse est d'une intelligence diabolique. Elle sait se camoufler. Et pour se camoufler, qu'est-ce que la cellule cancéreuse va faire? Elle va se recouvrir d'un manteau de protéines. Elle va se couvrir d'un manteau de protéines. Or, ce manteau de protéines a une caractéristique, c'est qu'elle rend la cellule cancéreuse indétectable par le système immunitaire. Vous savez que nous avons un système immunitaire dont le but est de détruire tout ce qui est corps étranger. Or, je vous ai dit que la cellule cancéreuse est devenue une cellule anormale. Donc, ça veut dire qu'elle doit être reconnue
comme un corps étranger n'ayant pas la même structure de la cellule normale. Donc la cellule cancéreuse va se couvrir d'un manteau de protéines. Et en fait, le docteur Bern, quand il a découvert que les cellules, les enzymes pancréatiques pouvaient détruire les cellules cancéreuses, en fait, les enzymes pancréatiques détruisaient justement ce revêtement de protéines-là. Donc, en fait, le pancréas, la cellule cancéreuse se revêt d'un manteau de protéines, et ce manteau de protéines la rend indétectable par le système immunitaire. Donc, le système immunitaire ne peut pas détruire la cellule cancéreuse. Donc, voilà le problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, si on veut effectivement l'enzymothérapie, donc, compte tenu du fait que la cellule cancéreuse a un revêtement de protéines, alors la stratégie de lutte contre la cellule cancéreuse en utilisant l'enzymothérapie, c'est tout simplement de détruire ce revêtement de protéines. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec tout simplement l'enzymothérapie. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes protéolytiques comme l'enzyme pancréatique. Vous avez l'enzyme pancréatique, vous avez la bromelaine, vous avez la sérapeptase, vous avez toute une gamme d'enzymes protéolytiques. Protéolytique, ça veut dire tout simplement qui digèrent les protéines. Donc, l'enzymothérapie, c'est justement un traitement qui va consister à utiliser tout simplement un tendon d'Achille. Je dis bien un tendon d'Achille parce que le cancer, autant le cancer est redoutable et redouté, autant le cancer aussi a un point faible par où on peut frapper et faire mal. Et un de ces tendons d'Achille, c'est la couche de protéines qu'elle développe pour se protéger et qu'on peut détruire. Donc voilà c'est ce que c'est que l'enzymothérapie. L'enzymothérapie, c'est l'utilisation des enzymes protéolytiques pour détruire le revêtement de protéines que la cellule cancéreuse se revêt pour se rendre indétectable. Et c'est pourquoi elle peut se développer pendant des années à bas bruit, sans être repérée. Et voilà le problème. Alors donc, voici ce que c'est que l'enzymothérapie. C'est l'utilisation des enzymes protéolytiques pour la destruction des cellules cancéreuses. Alors, vous voyez que là, on ne touche pas aux cellules saines. Vous voyez, parce que les cellules saines n'ont pas de revêtement de protéolytique. Voilà. C'est les cellules cancéreuses qui se revêtent de cette protection-là. Donc, vous voyez que là, on n'a pas de dégâts, on ne fait pas de dégâts collatéraux. J'ai dit, dans les approches conventionnelles, il y a le fait que les cellules saines ne sont pas épargnées. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'enzymothérapie. Donc, comme je reviens encore à l'enzymothérapie, j'ai dit que l'initiateur, c'était le docteur Baird, et que le docteur William Donald Kelley, dans les années 60-70, a développé, a repris l'idée du docteur Baird et l'a développé, il a commencé à traiter des gens. Et il est dit que dans sa carrière, il a pu traiter à peu près 30 000 malades du cancer, le docteur Donald Kelley. Donc, par l'enzymothérapie, il est présenté comme, en tout cas, un des précurseurs de l'enzymothérapie, pour l'avoir utilisé sur lui-même, parce que, comme je disais tantôt, il avait 3 cancers qui, en principe, ont des effets foudroyants: cancer du pancréas, cancer du foie et cancer des poumons. Alors, il avait les 3, et donc ça veut dire que sa situation était compliquée. Mais il a réussi, en utilisant l'enzymothérapie, à se traiter et à guérir, et après à les utiliser pour guérir d'autres patients. Il y a maintenant ce qu'on appelle maintenant l'oxygénothérapie. Alors, l'oxygénothérapie n'est rien d'autre que l'utilisation de l'oxygène. Bon, quand on dit l'oxygène, on voit le gaz, c'est quelque chose d'immatériel, comme l'a dit quelqu'un. L'oxygène, il est invisible, il est puissant, il est indispensable à la vie. Donc, nous inhalons tous les jours de l'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. On peut tout faire. On peut faire des jours sans manger, des jours sans boire, mais le manque d'oxygène, c'est une question de minutes et on s'en va. Et on meurt. Donc, c'est indispensable. Maintenant, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'oxygène intervient, est un excellent médicament
Et il y a un excellent ouvrage qui a été écrit par le docteur Marc Circus sur l'oxygénothérapie. Il est très beau, hein, l'oxygénothérapie. Il a écrit 2 merveilleux livres d'ailleurs sur la question, où il montre comment, hein, avec l'oxygène, on peut traiter le cancer, les maladies du cœur, les plaies, hein, les AVC, hein, la mauvaise circulation sanguine, l'autisme, le diabète, bon, les dégâts, dommages, les dégâts sur les nerfs, l'asthme, les ulcères de la peau, les problèmes cérébraux, hein, et les scléroses. Enfin, il y a toute une multitude. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'homme est composé de cellules. Et d'ailleurs, en parlant de l'oxygénothérapie, le précurseur, si on peut le dire ainsi, c'est le docteur Otto Warburg, c'est un Allemand. Il a eu le prix Nobel de médecine en 1931 pour avoir démontré que le cancer est lié à une déficience, à la perturbation de la respiration cellulaire. Qu'est-ce que la respiration cellulaire? La respiration cellulaire, c'est le processus par lequel l'organisme humain produit l'énergie. Vous savez qu'il n'y a pas de vie sans énergie. Énergie zéro, c'est la mort. Alors donc, c'est lui qui a démontré en quoi l'oxygène est impliqué dans le développement dans la production, dans la respiration cellulaire, par ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Et ça, dans la respiration cellulaire, l'oxygène joue un très grand rôle, parce que c'est l'oxygène qui permet la production d'énergie. Alors, ainsi, le docteur Otto Warburg a fait cette démonstration en 1931 pour laquelle il a eu le prix Nobel de médecine. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'en temps normal, hein, la production de l'énergie dans l'organisme humain se fait par l'utilisation du glucose et de l'oxygène. On est dans ce qu'on appelle la situation aérobique. Donc, la situation aérobique, c'est l'utilisation du glucose qui est le carburant de l'homme. Hein, c'est le carburant biologique de l'homme, comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. Le glucose, c'est le carburant de l'homme. Et comme vous le savez, le carburant est brûlé pour produire l'énergie. Et là aussi, pour que le glucose soit brûlé, il faut de l'oxygène. Alors donc, Otto Warburg a démontré qu'en fait, tant que ce processus aérobie fonctionne, il n'y a pas de problème, nous sommes en bonne santé. Mais il va se poser un problème lorsque cette respiration cellulaire qui utilise l'oxygène devient problématique, tout simplement par manque d'oxygène. Donc, s'il y a un manque d'oxygène, alors en ce moment, la cellule qui était aérobique, qui produisait son énergie par l'utilisation de l'oxygène, va basculer en mode anaérobie. C'est-à-dire qu'elle va commencer elle ne produira plus son énergie par l'utilisation de l'oxygène, mais par tout simplement ce qu'on appelle, elle va produire son énergie par la fermentation. Ouais? Elle va produire son énergie par la fermentation. Or, le mode de production d'énergie par la fermentation est très faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La fermentation va avoir un sous-produit qu'on appelle l'acide lactique. Donc, au fur et à mesure que l'énergie est produite par la fermentation, le taux d'acide lactique va augmenter. Et c'est pourquoi la cellule cancéreuse va se trouver dans un environnement propice pour se développer, dans un environnement acide. C'est pourquoi l'apport de l'oxygène aura tendance à renverser la situation. Donc, en fait, l'oxygénothérapie, le docteur Otto Warburg l'a démontré, c'est le fait de passer du mode de production aérobie énergétique par l'utilisation de l'oxygène, par le cycle de Krebs, qui va favoriser le développement des cellules cancéreuses. Donc, il a démontré ainsi que l'oxygène, c'est le manque d'oxygène dans la respiration cellulaire qui va poser problème. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à l'oxygénothérapie qui consistait tout simplement à un apport massif d'oxygène. Parce que s'il y a un apport d'oxygène, le milieu qui était acide va devenir alcalin. Alors, un milieu alcalin n'est pas favorable au développement des cellules cancéreuses, c'est-à-dire n'est pas favorable au développement non seulement des cellules cancéreuses, mais de tous les germes pathogènes. Donc, vous voyez pourquoi l'oxygénothérapie, c'est l'utilisation de l'oxygène à un taux suffisamment important
pour rendre l'organisme humain invivable pour non seulement les cellules cancéreuses, mais également pour les germes pathogènes. Alors, il y a un phénomène aussi qui est là, qui rentre aussi dans le développement, qui favorise le développement des cancers, c'est l'inflammation. Or, le problème, c'est que lorsque le taux d'oxygène chute, il se développe l'inflammation. L'inflammation se développe. Et il faut savoir aussi que le manque d'oxygène favorise l'inflammation et l'inflammation, la douleur. Donc, ça veut dire que les fortes douleurs sont liées aussi à une inflammation, à une forte inflammation. Donc, c'est connu que le manque d'oxygène va favoriser le développement de l'inflammation et l'inflammation participe également au développement du cancer. Alors donc, c'est pour dire que l'oxygénothérapie, c'est l'utilisation de l'oxygène pour les fins thérapeutiques. Alors, je vais préciser, parce que quand je dis l'oxygène, les gens vont se dire, mais je respire, j'ai de l'oxygène. Non, on peut respirer, mais l'oxygène peut manquer dans l'air. Et quand l'oxygène manque dans l'air, ça va ouvrir la porte à beaucoup de pathologies. Mais je parle actuellement, ce dont je parle actuellement, c'est l'oxygène liquide. On trouve aujourd'hui sur le marché de l'oxygène liquide. Et cet oxygène liquide-là, c'est des gouttes. C'est sous forme de gouttes. En parlant de l'oxygène liquide sous forme de gouttes, je ne parle pas de l'eau oxygénée, s'il vous plaît. Je ne parle pas de l'eau oxygénée. Mais c'est une formulation qui est très riche en oxygène. Donc, c'est des gouttes, on met dans l'eau, on met dans l'eau et on boit. Et dès qu'on boit, immédiatement, dans les 30 minutes qui suivent, le sang va être correctement oxygéné. Et quand le sang est oxygéné, donc ça permet une bonne production d'énergie et l'énergie va permettre de rattraper beaucoup de situations. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors, les enzymes protéolytiques, quels sont les enzymes protéolytiques qu'on peut utiliser? Il y a la sérapeptase, il y a la bromelaine qui vient de la tige d'ananas. Il y a une série, en tout cas, il y a une série d'enzymes protéolytiques. On est protéolytiques. J'ai dit protéolytique, ça veut dire qu'ils digèrent la protéine. Alors donc, ces enzymes protéolytiques-là vont digérer les protéines et en digérant les protéines, voilà comment on peut se débarrasser aussi des cellules cancéreuses, si je peux m'exprimer ainsi, d'une manière relativement soft. Vous voyez, l'oxygénothérapie, c'est l'apport de l'oxygène, c'est l'utilisation de l'oxygène à des fins thérapeutiques, mais dans ce cas-là, moi, je parle spécialement de l'oxygène liquide, sous forme liquide, qui est très riche, qui est très riche en vitamines et en minéraux en plus, et qui va permettre tout simplement de faire redémarrer. Parce qu'en fait, quand Otto Warburg a parlé il a eu son prix Nobel et qu'il a parlé de la respiration cellulaire, mais ça veut dire tout simplement que le manque d'oxygène, le manque d'oxygène va poser problème et c'est ce manque d'oxygène qui va favoriser, qui va basculer les cellules saines en cellules cancéreuses. Alors donc, vous voyez que voici, nous avons deux approches maintenant qui permettent de traiter le cancer d'une manière souple, sans dégradation, avec le moins de dégâts collatéraux, avec le moins de dégâts collatéraux. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors, enzymothérapie et oxygénothérapie, deux approches naturelles pour le traitement des cancers, parce que c'est très, très important. Alors, donc, je vous ai donné le cas de la sérapeptase. Bon, personnellement, je vous donne ça pour terminer. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'utiliser les deux approches, l'enzymothérapie et l'oxygénothérapie, chez l'épouse d'un médecin genevois de Genève, là, qui avait un cancer du poumon et qui ne réussissait, chez qui la chimio n'a pas réussi, la radiothérapie n'a pas réussi, et même l'immunothérapie n'avait pas marché. Mais j'avoue que lorsque je lui ai conseillé l'enzymothérapie, avec la Seracor NK, ensuite l'oxygénothérapie avec Cellfood, qui est de l'oxygène liquide, mais au bout de 15 jours, 2-3 semaines, je crois, mais les résultats étaient spectaculaires. La régression a été nette et c'était au début de l'année dernière. Et aujourd'hui, la femme mène ses activités d'une manière normale. Donc, c'est pour vous dire que l'enzymothérapie et
l'oxygénothérapie sont des approches dignes d'intérêt. Ce sont des pistes qui méritent d'être explorées à l'heure actuelle, surtout que les thérapies conventionnelles, avec les thérapies conventionnelles, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Parce qu'il y a des problèmes, bon, je ne peux pas rentrer dedans, on voit ce que ça donne sur le terrain, mais j'avoue que l'oxygénothérapie et l'enzymothérapie peuvent être des approches dignes d'intérêt qui méritent d'être explorées. C'est des pistes qui méritent d'être explorées pour effectivement la prise en charge des cancers. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, voici de quoi il s'agit en parlant d'enzymothérapie et d'oxygénothérapie, deux approches naturelles pour le traitement des cancers, pour lesquels qui demeurent, parce qu'il faut savoir que le cancer demeure jusqu'à présent un grand problème de santé publique et qui fait des millions de morts chaque année à travers le monde. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, si vous voulez en savoir davantage sur l'oxygénothérapie et l'enzymothérapie, surtout pour savoir quelles sont les enzymes qu'on peut utiliser pour ce qui est de l'oxygène, ça c'est self-food. Je peux le dire sans sourciller parce que ça a été testé et évalué et tout. Et les enzymes, il y a c'est ce que j'ai cité, la sérapeptase, la séracor, etc., le bromelaine. Alors donc, il y en a plein. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche. Nous allons vous donner des compléments d'information pour vous aider. Alors, chers amis téléspectatifs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.